Bonjour, c'est Mesui et je suis heureux de voir que vous avez été nombreux à regarder le dernier épisode des Chroniques du Gabon. J'ai reçu des commentaires positifs et d'autres non, mais c'est plutôt normal. On peut plaire à tout le monde et même ne fait pas l'unanimité. Dans ce nouvel épisode, la question qui m'émine est la suivante. Les futures élections au Gabon seront-elles sans magouille? Vu l'histoire du pays, des tensions et débats qui ont toujours existé à chaque élection, vous comprenez que cette interrogation est totalement légitime et ne venez pas me fatiguer en commentaire avec le coup d'État du 30 août 2023. Surtout que plus on avance dans le temps, plus les guerres nous montrent son vrai visage. Il n'est ni l'anti-Bongo ni l'anti-gouvernement français qu'on croyait qu'il était, et entre des nominations scandaleuses comme celle d'Opianga, soupçonné et accusé d'actes pédophiles, et des prises de parole lors de sa tournée républicaine qui a fait polémique sur la toile, Oligui n'est pas un personnage que je porte dans mon cœur pour l'instant. Maintenant, avant d'entrer pleinement dans le sujet, il faut impérativement comprendre en profondeur le concept d'élection. Parce que je ne vous apprends rien en vous disant qu'au Gabon, aucune élection n'a été la traduction de la volonté de la population ou du moins de la majorité de la population, si ce n'est celle de l'intelligentsia gabonaise dépourvue de véritables compétences, si ce n'est qu'un népotisme bongolien et pédégicien, s'il faut le dire ainsi. Je vous préviens, les néologismes vont pleuvoir. Comment les humains ont créé le concept d'élection? Une élection est tout simplement le fait que la population désigne au travers d'un vote les individus qui vont les représenter ou occuper une fonction en leur nom afin de faire valoir leurs idéaux. Malgré le fait qu'aujourd'hui la notion d'élection est l'un des socles sur lesquels repose le concept de démocratie, elle trouve son origine dans l'aristocratie. Dans l'Antiquité, pour désigner qui seront les futurs magistrats de la cité, une élection était faite, mais elle se faisait par tirage au sort et non par élection. Donc, ceux qui gagnaient n'étaient pas ceux qui avaient le plus de voix, mais ceux qui avaient été choisis comme par hasard, comme durant les tirages au sort des éliminatoires de la CAN. Notons que les magistrats dans l'Antiquité grecque étaient responsables de diverses tâches administratives, judiciaires, religieuses et militaires. À cette époque, il n'y avait pas vraiment de président, mais des magistrats. Comment devenir président au Gabon? Avec ce petit exposé que je viens de vous faire, on observe que de l'Antiquité à aujourd'hui, le pouvoir a été repris par le peuple grâce à la sainte démocratie. Ainsi, quand vous faites partie de la bourgeoisie de votre pays, comment faire pour reprendre ce pouvoir perdu? Tout d'abord, vous avez la méthode que j'appelle la méthode Crépuscule. Crépuscule, qui est un livre de Juan Branco, avocat et activiste français qui a travaillé pour Julian Assange, Ousmane Sonko entre autres. Et dans ce livre, il montre comment des gens puissants manipulent les outils médiatiques et construisent de toutes pièces des personnalités politiques dont le but sont d'être des pions au pouvoir, afin de servir leur ambition, et cela au détriment du peuple. Des gens puissants comme Bernard Arnault, Bolloré et Xavier Niel. Ensuite, vous avez la méthode de l'intelligentsia médiocro-népotisto-bongoïsto-pédégiste. Léon Mba. Pour devenir président au Gabon, vous avez la méthode de Léon Mba, c'est-à-dire réduire les districts électoraux de 67 à 47, exclure son opposant principal, Jean-Hilaire Obama, de cette course à la présidence, obliger les partis politiques à payer 97 000 francs sans compter les dépenses de campagne. La somme grimpe facilement à plus de 4 millions. Et pour cette époque, de telles sommes étaient pratiquement impossibles à réunir. Et Léon Mba le savait vu qu'il n'y avait que son parti qui était capable de rassembler autant de moyens. À cela, l'opposition rétorqua par un refus de participer à des élections qu'elle considérait comme malhonnêtes. Omar Bongo. En 1965, soit un an après le coup d'État porté contre Léon Mba, ce dernier est très malade, il souffre d'un cancer. Mais pour De Gaulle, ancien président français, et Jacques Foccart, éminence grise chargée des affaires africaines, le temps presse. Il est temps de trouver un successeur au vieux francophile mourant. C'est naturellement qu'ils jettent leur dévolu sur un certain Albert Bernard Bongo. Dès lors, une ruse est mise en place. En 1966, une modification de la Constitution instaure le poste de vice-président de la République, chargé de prendre la succession du chef de l'État en cas de vacance de pouvoir. La nouvelle Constitution prévoit que le président de la République et son vice-président sont élus ensemble sous la forme d'un ticket électoral. Au mois de mars 1967,
Le président Liomba est réélu avec pour vice-président le jeune Albert Bernard Bongo. Il accède à la présidence de la République gabonaise le 28 novembre 1967 à la mort de Liomba. Ali Bongo. Ali Bongo, comme son père, profite du népotisme car malgré la controverse, il est désigné en 2009 comme candidat par le parti au pouvoir pour l'élection présidentielle. Je ne vais pas trop m'attarder sur le personnage. On connaît l'histoire. Il voit la victoire André Baobam et fait 14 ans de dictature avant d'être renversé par Oligui. Oligui. En ce qui concerne Oligui, pour devenir président, c'est du grand art. La même Pascaline. En 2018, coup de théâtre. Le président Ali Bongo est victime d'un AVC en Arabie Saoudite et disparaît pendant plus de 10 mois de rééducation. C'est à ce moment-là, plus précisément le 7 janvier 2019, qu'un coup d'État contre lui échoue alors qu'il est en convalescence. Vous vous en souvenez? Eh bien, le même mois de janvier 2019, Pascaline Bongo faisait son comeback officiel au palais. Elle est rappelée par Brice Lacruche Alihanga, un proche de son père Omar Bongo, et qui est à ce moment-là directeur de cabinet d'Ali Bongo. Pascaline récupère alors son statut, son passeport diplomatique, ainsi qu'un bureau à la présidence, non loin de celui du directeur de cabinet. Elle occupe désormais le poste de haute représentante du président de la République. Et devinez qui fait également son comeback au palais cette même année-là? Brice Oligui Nguema. En 2019, alors colonel, il revient au Gabon et prend la tête du renseignement de la garde républicaine. Il devient en 2020 le patron de cette unité d'élite, indispensable au régime Bongo, et qui va le renverser 3 ans plus tard. En la rappelant au palais, Brice Lacruche Alihanga semble vouloir faire de Pascaline une alliée de poids dans la guerre des clans qui fait rage à Libreville, notamment le clan de plus en plus puissant de la première dame Sylvia et de son fils Nourdine. Âgé de seulement 28 ans, Nourdine Bongo avait commencé à prendre une place importante au palais. Il était chargé par son père de surveiller le directeur de cabinet qui suscitait déjà la méfiance. Et à raison, puisque selon Le Point, Brice Lacruche Alihanga va effectivement essayer à son tour d'évincer Ali Bongo, sans succès. De retour de convalescence, le président Ali Bongo entame aussitôt une reprise en main du pouvoir. Commence alors la purge du palais. Le 2 octobre 2019, Pascaline perd son statut de haute représentante du président. Le 2 décembre 2019, Brice Lacruche Alihanga est limogé, puis arrêté dans une opération anticorruption baptisée Scorpion. 3 jours plus tard, Nourdine Bongo, lui, est propulsé coordinateur général des affaires présidentielles, poste spécialement créé pour lui. Un poste et des prérogatives qui le font apparaître comme le numéro 2 du palais. Et c'est là que les choses commencent à faire sens. Une hypothèse a émergé au Gabon selon laquelle Sylvia Bongo ambitionnerait de pouvoir imposer son fils Noureddine à la tête de l'État en raison du pouvoir qu'elle a pu avoir depuis 2018, peu de temps après que Ali Bongo ait été victime d'un AVC. Autre détail révélateur, la nomination à cette même période de Théophile Ogandanga, un proche de Nourdine Bongo et qui remplace Brice Lacruche Alihanga au poste de directeur de cabinet du président. Et on sait très bien que pour le cas par exemple du PDG qui a la majorité parlementaire, la Constitution pouvait effectivement faire l'objet d'une modification constitutionnelle pour pouvoir rendre effectif ce projet de succession dynastique porté par la première dame au profit de Noureddine. Et donc, quand l'opposant Ondo Ossa parle de révolution de palais, c'est de ce jeu de pouvoir dont il parle. Un Game of Thrones entre clans d'une même famille. Il suggère que ce serait le clan de Pascaline Bongo qui finalement aurait eu raison de celui de son demi-frère Ali et de sa femme Sylvia. La campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Si l'hypothèse Ossa s'avère vraie, cela veut dire qu'on assiste au retour de la vieille garde et de ses réseaux france-africains. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi l'Élysée, qui s'est montré très critique envers les putschistes lors des coups d'État au Mali, au Burkina et au Niger, s'est contenté de condamner le putsch gabonais. Il faut le dire clairement, les intérêts français ne sont pas menacés au Gabon. En définitive, la haute bourgeoisie gabonaise possède le pouvoir qui devrait être celui du peuple et se le passe de génération en génération comme un héritage. Il est impossible de dire que les futures élections présidentielles au Gabon seront sans magouille, tant la magouille est ancrée dans l'ADN du système depuis plus de 6 décennies. En conséquence, la véritable question que nous devions nous poser est comment le peuple gabonais pourrait-il défendre comme il se doit le véritable vainqueur d'une future élection présidentielle en cas de magouille. Je vous laisse répondre en commentaire et je vous dis à plus les humains.